Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto avec pas mal d'actualités et on finira par le suivi de mon portefeuille boursier. Ça n'a pas été terrible cette semaine, donc on est parti. On commence en premier lieu par le VIX qui est l'indicateur de volatilité qui est sur le S&P 500, donc sur un indice américain. Sur la semaine, il est légèrement en hausse, 2,46%, il a stagné. Par contre, journée de clôture, vendredi, on peut voir qu'il a baissé quasiment de 11%, donc il était... il avait bien monté, mais ça l'a bien fait redescendre vendredi. Donc on est à 2,46% parce qu'ici on était quasiment à 15. Donc il y a eu une grosse baisse. Et après, si on se met sur 5 ans, on peut voir qu'on est sur des niveaux extrêmement bas pour le moment. Il n'y a pas trop d'affolement sur les marchés. Si on prend le CAC 40, 5 derniers jours, on est à moins 1,18%. Depuis le début de l'année, on est à 6,13%. Et de l'autre côté, le S&P 500, on est sur la journée de clôture 0,80 et sur 5 jours, on est légèrement en négatif juste ici. Donc on peut voir que vendredi, ça a bien remonté. Hein. Vous voyez, ça fait exactement l'inverse du VIX. Le VIX, il a plongé moins 10% vendredi, journée de clôture. Et ben vendredi, journée de clôture, S&P 500, vous voyez la montée ici, juste avant la clôture du marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on revoit à chaque fois. C'est pour ça que souvent, le VIX, il peut être utilisé vraiment comme indicateur lorsqu'on investit. Alors si on investit à très long terme sur les indices, il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui concrètement, si on pense que le monde va continuer ainsi. Par contre, si on a un petit peu peur, etc., voir dès que le VIX commence à taper des niveaux assez hauts, investir parce que souvent le marché s'est pris une petite claque. Donc c'est un élément qui est vraiment intéressant. Après, on va avoir la map du S&P 500. Donc, on est sur la semaine. Donc, concrètement, c'est un petit peu mitigé. On peut voir dans le domaine des logiciels, il y a eu pas mal de choses qui ont baissé aux US, hein, du moins 15, du moins 13, du moins 12 ici. Donc, ça, c'est des sociétés de logiciels directement. Ici, on est sur Intuit, Salesforce, juste ici, très gros logiciel. Et la ServiceNow, ils ont pris tarif. Pareil, dans le domaine de l'informatique ici. Accenture, quasiment moins 8, IBM, ça va moins 2. Et après, sinon, dans la globalité, ça c'est plutôt finalement maintenu. Hein. Google, il ne s'est pas passé grand-chose. Meta non plus. Petite baisse pour Amazon et Microsoft. Et Nvidia, une hausse un peu aussi pour Tesla. Si on se met par rapport aux actualités qui ont lieu cette semaine, on a l'ISM ici qui sort du coup le 3, donc c'est ce lundi. Après, on a le 4 ici, le Job Talk ici, opening, donc ça c'est quand c'est mardi. Et on a ici mercredi, l'ISM des services, alors là c'est pour la manufacture, les services. Et sinon, on n'a pas de discours, non, ça n'a pas l'air. Unemployed rate, non-farm payroll, alors ça je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors attendez, je vais faire un petit traduire. Unemployed, donc je pense que c'est le chômage, non Oui, c'est ça, c'est le chômage. Et la paie non agricole, donc chômage quand même assez important, donc on verra ce que ça va donner aux US. Après, sur notre graphique euro-dollar, il ne s'est rien passé sur 5 jours. Donc, on n'a pas gagné en pouvoir d'achat, on n'a pas perdu en pouvoir d'achat. Mais sur un mois, voilà, notre euro se comporte plutôt bien. On est à 1,8. Donc, voilà, on est loin de la parité qu'on avait eue il y a quelques temps encore. Au final, c'était quoi? Il y a 6 mois, non? Non, peut-être il y a un peu plus que 6 mois. C'était peut-être il y a un an à peu près. Ici, 1,06. Oui, c'était en octobre, on était à 1,04. Et la parité, c'était il y a encore plus longtemps. C'était en 2022. Purée, qu'est-ce que le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier, mais non, c'était quand même en 2022 qu'on a vu la parité euro-dollar. Les cryptos, alors là, il y a pas mal de choses concernant les cryptos. On est ici sur 1 heure. Alors, je vais me mettre sur la semaine directement. J'attends un petit peu. Donc, concrètement, c'est un petit peu mitigé. Hein. C'est-à-dire qu'on reste sur des niveaux assez élevés. Bitcoin, 68 000, Ethereum, 3800 à peu près. Et on a eu cette fameuse acceptation des ETF Ether. Donc on aurait pu penser que peut-être ça allait propulser, surtout que c'était une news qui était... certains visiblement l'avaient prédit, mais la majorité des personnes pensaient que ça n'allait pas être le cas. Donc la majorité du marché anticipait une réponse négative. Cette réponse, elle a été positive. Et pour autant, l'Ether, si on se met sur un mois, alors il a monté, hein, doit être autour des 20%, non alors là, on est sur un mois. C'est bizarre que là, il ne me le comptabilise pas. Alors, je vais voir pourquoi il ne me le comptabilise pas. J'ai l'impression que l'Ether, là, ne veut pas. Mais concrètement, s'il y a bien une hausse du Ether, il n'a pas fait moins 0,19%. Il a bien monté. Je pense qu'on doit être entre 20 et 30% à peu près pour l'Ether. Mais on aurait pu penser que comme pour le Bitcoin, il y avait finalement lors de l'acceptation des ETF spot
une petite baisse, correction un peu sell the news, et après une hausse qui est quand même assez puissante. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas pour l'Ether, et je vais vous partager surtout pour une raison peut-être qui fait en sorte que c'est pas encore le cas et on ne sait pas si ça sera le cas. Ensuite, assez intéressant, ça c'est je regardais tout à l'heure, je me renseignais sur le nombre de personnes détenant un Bitcoin. Et au total, donc des émis, il y en a 21 millions, même si on a déjà une belle partie qui est perdue, etc. Et visiblement, actuellement, il existe 1 million d'adresses, un peu plus d'1 million d'adresses qui possèdent au moins un Bitcoin. Donc c'est quand même pas mal, hein, 1 million de personnes qui possèdent un Bitcoin. Il y en a 21 millions, bon, au final ça fait pas grand chose par rapport au nombre d'habitants qu'on a sur Terre. On va pouvoir aller voir ça, mais c'est pas énorme. D'habitants, alors, Terre, bon, j'aurais peut-être dû mettre planète. Voilà, quasiment 8 milliards, donc on en est très loin et on peut voir que quand même c'est assez exponentiel, hein. Année 2000, on est 6 milliards, on rajoute aujourd'hui 2 milliards. Donc concrètement, en 20 ans, si le taux de croissance de la population il continue ainsi, là on peut voir on est sur 0,8%, bon, ça dépend de chaque période. Concrètement, dans 20 ans, on serait potentiellement, allez, on va rajouter 2 milliards, on prend 1 milliard tous les 10 ans, toutes les décennies à peu près. Donc dans 20 ans, on serait potentiellement 10 milliards, un peu moins de 10 milliards. Bon, on verra. Mais donc ça fait pas beaucoup de Bitcoin finalement pour les personnes qui veulent investir, qui veulent un Bitcoin, détenir vraiment un. Ça en fait pas énormément, mais en même temps, on peut détenir juste des Satoshi. Pour les indicateurs des réseaux sociaux, concrètement, ça c'est les nouveaux followers. On peut voir que ça baisse pas mal, hein. Si on se met là sur les dernières périodes, il y a eu quand même pas mal de baisses dernièrement. Donc des personnes qui ont arrêté de suivre beaucoup de plateformes crypto, etc. Donc il y a toujours un désintérêt important, hein, malgré un ETF Bitcoin Spot et Ethereum. Pareil, la page Bitcoin ici, c'est catastrophique. On est à moins de 5000. C'est très 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 bas. Même si on se met sur All, vous allez voir, on est sur des niveaux qui sont très très bas. Donc en tout cas sur 12 mois, voilà, on est 4000 ici. Et en fait, c'est des niveaux que limite, on a quasiment jamais atteint, hein, 4,20. Ici, on avait quelques journées où on était à 3 et quelques. Mais c'est quand même très très rare. Donc il y a vraiment un désintérêt très très important. Les volumes des tweets, il y a un peu de tweets. Voilà, il y a les petites hausses ici, mais c'est pas non plus fameux. Pour l'Ether, on a eu un petit peu aussi lors de l'acceptation des ETF, mais c'est pas encore considérable. L'indicateur MRV Score que je vous partage à chaque fois, pour l'instant, on est autour des 2,25 au niveau du Z-score. Ce qui est pour l'instant un certain niveau, donc on n'est plus vraiment dans une zone d'accumulation, en tout cas si on veut jouer un peu le cycle, et si bien entendu les cycles se reproduisent, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on est 2,23, on n'est pas non plus dans la stratosphère, mais on est à des certains niveaux, en sachant que la zone rouge, on peut voir qu'ici, elle avait été à peine tapée, hein. Donc il y a moyen que si on est un bull run important, qu'on ne tape même pas la zone rouge et qu'on aille bien en dessous à 4, 4,5, 5, 5,5. De toute façon, on suivra ça et ça va être hyper intéressant. On verra tout ce qui se passe. Ensuite, par rapport à l'Ethereum, donc ETF Ethereum, les 3 raisons de l'échec à venir pour JP Morgan. Et donc là, JP Morgan, pour eux, il y a un peu 3 éléments. Premièrement, donc, il prédit une réaction initiale négative des marchés au lancement des ETF Ethereum au comptant, ce qui était plutôt le cas, hein. Parce que finalement, lorsque c'est sorti, certains pariaient sur vraiment quelque chose de plutôt sympa, une accélération énorme, etc. On peut voir que ça a quand même accéléré, mais bon, au bout d'un moment, ça s'est très vite stoppé. Ensuite, l'absence de mécanique de halving sur Ethereum et la disparition des revenus de stacking ont été considérés comme des freins majeurs. Parce que là, pour les ETF spot Ethereum, en fait, ils ne versent pas de revenus de stacking. Et c'est vrai que les investisseurs peut-être boursiers auraient aimé avoir concrètement des revenus un peu comme des dividendes, même si ça réduit la part, etc. Je pense qu'ils auraient apprécié d'avoir quelque chose de similaire. Après, pour des actions en bourse, c'est quand même assez différent de la crypto parce qu'il n'y a pas forcément cette notion de part directement. Ça pourrait être de l'Ethereum spot qui est acheté par, imaginons, BlackRock. Et cet Ethereum-là, il est en stacking sur des protocoles, etc. Et est versé directement, ce qui permet de maintenir en fait vraiment sa part. On a un Ethereum, on garde son Ethereum et à côté, on a tant de revenus de stacking en pourcentage. Ce qui pourrait être cool, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Et le Grayscale Ethereum Trust devrait également enregistrer des ventes importantes, exerçant une pression à la baisse sur le cours d'Ethereum. Et pour le coup, en tout cas pour la partie Bitcoin, il y a eu une forte... je crois qu'ils ont bientôt fini de vendre,
Mais concrètement, en fait, même quand le marché était en train de monter, eux, ils vendaient. Donc il y a quand même une pression baissière qui était importante, enfin une pression vendeuse plutôt, qui était très importante de Grayscale. Et là, visiblement, ils ont un ETF sur l'Ether. Je pense qu'il est du coup pas compétitif non plus, parce que c'est un ETF non spot. Et donc, à mon avis, ils vont vendre aussi. Donc on verra lorsque ça va sortir. Est-ce qu'on a la date précise parce que ça a été accepté, mais il me semble pas que pour l'instant c'est déjà disponible sur le marché. Je crois que c'est au cours des prochaines semaines qu'on pourra directement les voir sur certains brokers directement. Mais JP Morgan n'est pas emballé par rapport à cet ETF et c'est marrant parce qu'eux ils étaient vraiment très emballés par rapport à l'ETF Bitcoin. Mais là pour Ether c'est pas le cas. Après on a Binance, on a CZ, le fondateur de Binance qui est emprisonné en Californie. Donc là, a entamé sa peine de 4 mois de prison. Donc c'est quand même assez dingue que cette personne-là est en prison. CZ de base est quelqu'un qui paraissait plutôt bien par rapport à d'autres. Et pour autant, il est en prison. Il a réglé une amende colossale donc, de 4,3 milliards de dollars. Enfin, il a réglé l'exchange, donc Binance. Et lui, il a eu aussi une amende de son côté. Donc l'ancien PDG de Binance qui a conservé une participation estimée à 90% dans Binance. Et qu'est-ce qu'il a indiqué? Je pense que la première étape de la prise de responsabilité est de reconnaître pleinement les erreurs. En l'occurrence, je n'ai pas mis en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent. Je réalise maintenant la gravité de cette erreur. Donc au final, effectivement, il a quand même fait quelque chose de grave. Après 4 mois de prison, c'est que ouais, je pense que les US les aiment pas trop. Enfin, l'aiment pas trop surtout. Et donc on verra. J'espère que ça va pas être prolongé pour lui et qu'il va pouvoir s'en sortir parce qu'il y en a qui, pour le coup, méritent de prendre très cher et c'est pas forcément le cas avec des personnes qui ont fait fuiter des données, qui au niveau des exchanges sont partis avec la caisse et qui sont encore en liberté malheureusement actuellement. Après, on a ETF Bitcoin Spot, BlackRock dépasse Grayscale avec 20 milliards de dollars de Bitcoin sous gestion. Donc c'est quand même assez énorme, hein. 20 milliards, c'est très très important. Je crois qu'actuellement on est déjà à plus de 5% de la supply. Donc c'est des bitcoins en circulation, en tant qu'il y a une grosse partie déjà qui est en circulation. Donc 5% est dans des fonds. Donc ici chez BlackRock, donc avec cet ETF qui s'appelle le IBIT, mais aussi dans d'autres. Donc c'est pour le coup, pour eux c'est royal, hein. Ils se sont mis très très bien avec les frais qu'ils prennent, etc. Franchement, ils ont fait le casse du siècle. Et visiblement, ça continue. Il y a quand même pas mal de personnes qui en achètent directement. Et surtout les institutionnels qui peuvent rentrer enfin dans ce marché. Et on finit par le bilan du portefeuille. Donc bilan de juin, alors j'arrive pas très bien à comprendre, hein. Si jamais vous avez des raisons dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Alors ça c'est ma performance sur la semaine. Moins 1,61. J'ai investi exclusivement sur un ETF S&P 500 et il est à 0,07. Alors j'ai peut-être une raison à ça. C'est que j'ai l'impression que le vendredi là, enfin ça c'est la journée de clôture, elle n'a pas été mise à jour. Parce que concrètement, on peut le voir, hein, si on se met sur le S&P 500 ici, sur la semaine, moi j'ai l'impression que... ou sinon que si j'ai peut-être le vendredi, mais ici quoi, fini à 13h. Parce qu'il y a... En fait, moi j'ai la même performance jeudi et vendredi. Alors qu'il y a une différence, c'était pas la même performance. Donc j'arrive pas très bien à comprendre. Je pense que la performance, normalement, elle est exactement comme le S&P 500, un peu en dessous, un peu au-dessus. Mais pour le coup, j'ai pris ce qui est marqué, donc moins 1,61. Mais je pense que ça va se mettre à jour lundi et qu'il y a eu un bug sur mon appli. Après, depuis le début de l'année, on est à 11,29 le S&P 500. Là, pareil, ça va être un peu faussé parce qu'en vrai, ça n'a pas été mis à jour. Mais depuis le début de l'année, il est à 11,27. Mais normalement, j'ai 1,5 point de plus que le S&P 500. En essayant de timer vite fait, hein, je ne suis pas trader du tout, mais dès que je vois que le VIX est assez haut, j'achète. Mais concrètement, sinon, j'achète tout le temps, dès que je peux. Et après, si on prend sur un an, on est à 27,97. Et là, je pense, du coup, on doit être à peu près pareil. Sur un an, on est à 23,24. Ah non, non, pas, il y a une belle différence. Donc sur un an, en essayant de timer un petit peu, c'est-à-dire que alors je time jamais le plus bas, hein, mais dès que je vois que ça baisse, là la descente, là la descente, là la descente juste ici, là la descente là, là la descente là, là la descente là, là typiquement ça descend, donc là je vais encore acheter. Donc finalement, je suis toujours à l'achat, jamais je vends. Et j'essaye de timer un peu par rapport à ça. D'ailleurs, si vous vous demandez c'est quelle application, c'est que moi je passe par ici pour mon plus gros portefeuille directement via Interactive Broker.
Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour créer un compte gratuitement. Et après, en deuxième broker, j'ai Trade Republic où là, c'est des plans d'investissement et c'est un deuxième portefeuille avec des ETF. Non pas un ETF S&P 500, mais c'est des ETF Smart Beta que j'utilise donc en deuxième stratégie avec deux portefeuilles. Ça permet de tester, de voir qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Pour l'instant, la performance, je crois que c'est un tout petit peu supérieur avec les ETF Smart Beta de Trade Republic, mais sur le long terme, je pense que ça va être à peu près similaire. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller les voir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.